9 heures. Notre invité spécial ce matin avec Mathieu Pechberti et Raphaël Legendre, c'est Carlos Ghosn qui est avec nous depuis le Liban. Bonjour Carlos Ghosn. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes l'ancien patron de Renault, entreprise que vous avez dirigée jusqu'en 2018 avec au cœur de votre mandat l'alliance Renault-Nissan que vous aviez lancée en 99 avec Mitsubishi. C'est devenu le premier constructeur mondial. En 2018, le Japon vous accuse de fraude fiscale et de malversation financière. Vous récusez ces accusations et vous évadez vers le Japon. Ce matin, vous nous répondez depuis le Liban. Je précise que vous êtes toujours poursuivi par les justices françaises et japonaises. On reviendra sur le volet judiciaire, mais avant, les sujets économiques que vous continuez à suivre bien évidemment de près, et notamment le sujet Nissan. Ça vous a fait réagir ces derniers jours. L'alliance entre Renault et Nissan n'existe plus. Nissan a annoncé une perte de plus de 4 milliards d'euros. C'est colossal. Selon vous, c'est à cause de quoi ? Écoutez, d'abord, cette situation a été prévisible dès 2020. Si vous revenez à un certain nombre de déclarations que j'avais faites en 2020, j'avais prévu le déclin de Nissan et la disparition de l'Alliance. Effectivement, les deux sont arrivés. Je pense que l'essentiel du problème se situe au niveau du management de l'entreprise, c'est-à-dire des décisions trop lentes, des décisions pas forcément très bien organisées, un impact sur les synergies avec Renault qui s'est beaucoup affaibli, complètement disparu, des activités commerciales qui avaient du plomb dans puisque, comme vous le savez, Nissan s'est beaucoup affaibli en Europe, a beaucoup réduit la politique, prend des coûts en Chine. Donc, ils sont un peu sur le recul sur le marché et ça ne pardonne pas. La lenteur des décisions sur les produits, la lenteur des technologies, et franchement, très, très peu de coopération avec Renault. Finalement, on arrive à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, que l'entreprise est aux abois. Mathieu. Monsieur Ghosn, est-ce que Nissan doit rester seul ? Est-ce que Nissan peut rester seul ? Et il y a eu une tentative de mariage avec Honda. Est-ce que ça doit être repris ? Le Taïwanais Foxconn aussi avait voulu rentrer au capital. Comment Nissan doit bouger aujourd'hui ? Oui. Alors, c'est une question intéressante parce que, si vous voulez, quelque part, en 2019 et en 2020, on nous a laissé croire que c'était une nouvelle alliance, qu'il y avait un nouvel équilibre, que c'était de nouvelles relations. Et tout ce baratin, finalement, ce qui s'est opéré déjà dès 2019, c'est une séparation en bonne et due forme, sans qu'elle soit annoncée, sans qu'elle soit assumée. Ce qui veut dire que Nissan s'est retrouvé à peu près tout seul, Renault d'ailleurs, s'est retrouvé à peu près tout seul à partir de 2019 avec une apparence de coopération. Et aujourd'hui, se trouve dans une situation dans laquelle, au lieu de profiter de l'alliance qui existe avec Renault et Mitsubishi, obligé d'aller quémander de l'aide à l'un de ses principaux concurrents au Japon. Moi, j'ai dit dès le départ que l'alliance avec Honda n'aurait pas lieu. Elle ne fait pas de sens. C'est comme si vous envisagez une alliance pour Peugeot en France, ça n'a pas de sens. Il n'y a que des complémentarités et il y a très, très peu d'énergie. Donc, la seule possibilité, c'est soit Foxconn qui utiliserait Nissan en partie pour faire des véhicules électriques, soit un certain nombre d'investisseurs qui viennent des États-Unis ou des pays du Moyen-Orient qui seraient intéressés d'avoir leur propre industrie et qui pourraient utiliser Nissan comme plateforme sur laquelle ils feraient leur propre. Carlos Ghosn, merci. On espère que la qualité de la transmission va s'améliorer un peu. On s'excuse pour ceux qui nous écoutent. Un mot de Renault, Carlos Ghosn. Renault qui va mieux. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la stratégie de votre successeur, Luca de Meo ? Écoutez, Renault est revenu à ce que Renault était avant 1999, c'est-à-dire un petit constructeur européen bien managé dans ce cadre-là, mais franchement sans aucune envergure mondiale et sans aucune présence mondiale. Quand on voit les chiffres de Renault en 2024, ils sont favorables, mais d'un côté, quand on parle de résultats extraordinaires ou exceptionnels, c'est un mensonge, puisque le chiffre d'affaires de Renault 2024 est plus bas que le chiffre d'affaires qu'il y avait en 2018. Les profits de Renault, je parle des profits et impôts, 2024 sont bien inférieurs à ceux que Renault
en 2007. La capitalisation boursière de Renault est la moitié de ce qu'elle était en 2017-2018 et tout est à l'avenant. Donc, si vous regardez les résultats en valeur absolue, vous dites, bon, l'équipe fait bien son métier dans le cadre d'un petit Renault pré-1999, européen, se contentant d'un certain nombre de marchés, mais ça n'a rien à voir avec le Renault dans le cadre de l'Alliance mondiale qui avait en même temps les volumes et les profits et la stratégie et l'avance technologique. Mais comment vous regardez du coup l'ensemble du marché automobile? Parce que bon, vous venez de dire un truc sympa pour Luca De Meo, vous avez dit c'est plutôt bien managé. On comprend que Renault est trop petit à votre sens. Il y a Stellantis qui a ses difficultés aux États-Unis en lien avec les droits de douane. Est-ce qu'il faut une recomposition du marché? Et comment vous regardez les constructeurs chinois par rapport à ça? Écoutez, bon, comme vous le savez, le marché mondial, c'est à peu près aujourd'hui 80 millions de voitures. Et sur les 80 millions de voitures, il y en a à peu près 30 millions qui sont vendues en Chine, avec les États-Unis arrivant en deuxième position avec 16 millions, et puis l'Europe à côté. Bon, si vous voulez être un constructeur qui dure, qui soit pérenne, il faut être présent sur au moins 2 des 3 principaux marchés. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que Renault est absent de Chine et absent aux États-Unis. Ça, c'est déjà très précaire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que beaucoup de constructeurs sont en train de faire des alliances parce qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas s'en sortir seuls. Et c'est des alliances qui doivent avoir du contenu. Ça ne doit pas être des alliances qui font des annonces verbales. Ça doit être des alliances avec du contenu qui vraiment rapportent quelque chose sur le plan de la croissance et sur le plan de la profitabilité. Quand je regarde ce que les Chinois font, par exemple, je vous donne l'exemple de BYD. BYD, en 2006-2007, ne vendait pas une voiture, ne produisait pas une voiture. C'était un fabricant de batteries. Depuis 2006-2007, jusqu'à maintenant, ils ont une croissance extraordinaire grâce notamment aux voitures électriques. Et aujourd'hui, ils vendent 4 millions de voitures et ils valent 6 fois la capitalisation boursière de BYD, 6 fois la capitalisation boursière. Voilà. L'avenir était par là. Et qu'est-ce que les gens sont en train de faire pour alimenter cette croissance et cette profitabilité? Je ne dis pas qu'il faut faire la même chose, mais il faut faire autre chose que du classique. Et justement, Carlos Ghosn, est-ce que Renault doit s'adosser à un acteur chinois? C'est ce qu'avait sous-entendu Luca De Meo. Écoutez, si j'ai bien compris, il y a un accord avec Geely. Oui. Mais vous savez, le diable est dans les détails, parce qu'il y a plein d'accords en état de constructeur. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il faut exactement dans le cadre de cet accord. C'est un peu comme l'alliance. Quand il y avait l'alliance entre Renault et Nissan, il y avait beaucoup de liaisons entre les entreprises. Il y avait beaucoup de chantiers ensemble. Et on a vu les résultats sur le plan des synergies, aussi bien dans les résultats de Renault que dans les résultats de Nissan. Mais si vous faites un accord qui est un peu superficiel, dans lequel vous échangez de manière artificielle un certain nombre d'éléments, ça ne mène à rien. Donc, la profondeur de la relation avec Geely va être très importante pour Renault pour l'avenir, bien sûr. Carlos Ghosn, aujourd'hui, vous êtes dans l'impossibilité de quitter le Liban. Le parquet de Nanterre a émis 2 mandats d'arrêt contre vous pour 2 chefs d'inculpation, abus de biens social, c'était pour la fête organisée à Versailles et payée par Renault, et détournement et blanchiment pour avoir utilisé Renault, une filiale à Oman, pour détourner de l'argent à des fins privées. Est-ce qu'on vous reverra un jour en France, Carlos Ghosn? Est-ce que vous seriez prêt à assister à votre propre procès? Oui, alors écoutez, premièrement, comme vous le savez, ma situation est effectivement assez particulière, puisque quand j'ai quitté le Japon, fuyant un système franchement médiéval de justice, je ne peux même pas l'appeler un système de justice, et que je suis arrivé au Liban, le Japon, par l'intermédiaire d'Interpol, m'a interdit de sortir du Liban. Ils ont donc sorti une notice rouge. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la justice française, et notamment le parquet de Nanterre, est venu m'interroger au Liban. Très bien, ils ont posé toutes les questions, ils sont repartis, et après, ils m'ont convoqué en France. Alors, j'ai dit, attendez, mais je ne peux pas aller en France, puisque j'ai une notice rouge du Japon envoyée par Interpol. Et parce que je n'ai pas pu me rendre en France, pour des raisons que je suis expliqué, ils m'ont mis un mandat d'arrêt. Donc, le mandat d'arrêt, il n'est pas dû à quoi que ce soit d'autre que celui du fait que la justice française ne reconnaît pas le fait que je suis bloqué au Liban, je peux pas en France. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, ce qu'il faut que vous sachiez,
c'est que l'instruction de Nanterre se déroule sans moi. Je n'ai pas accès au dossier, puisque je n'ai pas pu me rendre aux soi-disant convocations que le juge d'instruction m'a demandé de faire, en ignorant complètement la notice rouge japonaise. Enfin, c'est vraiment kafkaïen comme situation. Donc aujourd'hui, je ne sais même pas quelles sont les accusations que j'ai dans le dossier. Ça fait 5 ans que ça dure. Ça fait 5 ans que ça dure. Je suis en dehors, ma défense n'est au courant de rien. L'instruction continue, elle peut durer, il n'y a pas de limite, compris à l'instruction. Voilà vous n'avez pas accès au dossier. En tout cas, vous n'avez aucune... Mathieu. À Paris, M. Ghosn, le parquet national financier a requis en revanche un procès dans le volet de l'affaire concernant Rachida Dati. Est-ce que vous souhaitez ce procès? Comment ferez-vous pour vous défendre? Qu'est-ce que vous pouvez demander à la France pour vous aider à vous défendre? Écoutez, le procès concernant l'affaire Rachida Dati, d'après ce que j'ai compris, aura lieu. Il faut que vous sachiez que je suis toujours pas au courant, mes avocats n'ont pas accès à ce dossier. Ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Les avocats de Rachida Dati le savent, moi je ne sais pas. Forcément, à un certain moment, je vais être appelé à ce procès et mes avocats me défendront pour une raison très simple, c'est que je ne peux pas me déplacer en France. Tant que la notice rouge japonaise existe, je ne pourrai pas quitter le Liban. Donc c'est un fait que nous avons montré à tous les juges d'instruction en France, mais manifestement, ils ont l'air de penser qu'il est tournable alors qu'il ne manifeste pas. Mais est-ce que vous espérez pouvoir sortir un jour du Liban? Comment vous voyez cet enfermement forcé? Écoutez, la sortie du Liban va dépendre essentiellement donc, de la levée de la notice rouge japonaise, puisque c'est celle-là qui bloque et qui est à la base des mandats d'arrêt que je subis en France. Ça, c'est une autre affaire, puisque le Japon refuse de transférer le dossier à la justice libanaise pour que finalement la justice soit faite. Des accusations qu'il y ait au moins une justice qui tranche sur cette affaire. Donc, pour l'instant, on a un statu quo total, on refuse du Japon de laisser notre justice trancher ce cas, si ce n'est la justice japonaise dont on connaît bien les caractéristiques. Carlos Ghosn, vous êtes franco-brésilien. Est-ce que vous appelez Emmanuel Macron en France, Lula au Brésil, à plaider votre cause auprès du Japon? Écoutez, j'avais essayé plusieurs fois, même il y a très longtemps, de contacter les autorités françaises pour plaider mon cas. Comme vous le savez, j'ai été largement ignoré. Donc, j'ai très peu d'espoir que ce cas puisse se résoudre, du moins avec l'administration française actuelle. Bien sûr, j'en ai parlé au président brésilien, j'en ai parlé aux autorités libanaises. Vous savez aussi que mon épouse subit une interdiction de voyage de la part du Japon, soi-disant parjure qu'elle aurait fait vis-à-vis de la justice japonaise. Elle est bloquée et donc nous passons aussi par l'administration Trump de façon à éviter que cette injustice ne perdure trop longtemps. Ça fait 5 ans qu'elle est bloquée au Liban pour cette accusation ridicule. Merci beaucoup Carlos Ghosn d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de l'économie sur BFM Business.